Et début de tournage, allez savoir, chin chin. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir. Aujourd'hui au programme, allez savoir pourquoi nous trinquons à l'apéritif. Oui, enfin bon, conduire ou choisir, il faut boire. Oui, enfin, il y a quand même plus d'hommes qui se sont noyés dans l'alcool que d'hommes noyés dans la mer. Bref, oui, enfin bon, bref. Quand nous trinquons, nous avons tout un tas d'habitudes. Par exemple, de porter un toast avant de trinquer. Et santé, hein. Ah, mais pas des pieds par contre, hein. Tant. Et comme toutes les bonnes choses, à consommer avec modération. Le début de l'apéritif est agrémenté d'un tout petit rituel auquel il ne faut pas déroger. Et se regarder dans les yeux au moment de trinquer. Ne pas croiser les verres. Et dire chin chin. Et alors, allez savoir pourquoi nous avons tout ce petit cérémonial avant de commencer à boire. Cette us et coutume fait partie aujourd'hui d'un certain savoir-vivre, et il est même fortement déconseillé et surtout très mal vu de ne pas trinquer en société. Et tout cela remonte au Moyen-Âge, enfin plutôt à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, une époque de troubles où les poisons étaient régulièrement utilisés pour se débarrasser de quelqu'un d'indésirable. Ah, c'est quand même une sale arme féminine, hein, ce poison. Alors le poison est très ancien. Mais, comme pour le coq qui n'a rien de gaulois, on ne peut attribuer spécifiquement le poison aux femmes, car beaucoup d'hommes l'ont utilisé. Dans notre histoire, il y a tout un tas d'événements liés au poison, comme par exemple la célèbre affaire des poisons sous Louis XIV, ou encore le pontificat du Borgia Alexandre VI. Et durant 30 ans, en Italie, ils ont eu les Borgia avec la terreur et la guerre civile. Cela a quand même donné Léonard de Vinci, Michel-Ange et la Renaissance, tandis qu'en Suisse, ils ont eu 5 siècles de paix et de fraternité, et alors qu'est-ce que ça a donné? La pendule à coucou. Alors sur le fond, c'est pas totalement faux, mais bon, bref. Excuse-moi une petite seconde, je vais aller un tant soit peu plus loin sur l'explication du lien entre femmes et poison. Il y a eu dans l'histoire de grandes empoisonneuses, aussi appelées grandes vénéneuses, mais ce lien entre poison et femme est surtout fait au Moyen-Âge. Enfin, à la fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, pendant l'Inquisition, où beaucoup de sorcières sont mises sur l'échafaud brûlées surtout, parce qu'elles utilisaient des poisons. Et il y avait plus de femmes à ce moment-là qui étaient brûlées que d'hommes pour le motif des poisons. Voilà, le lien se fait là, mais bon, on est une époque où c'est un peu compliqué, hein, les procès et l'Inquisition. Vaste fumisterie quand même. Oui, enfin déjà pour commencer, encore fallait-il qu'il y ait un procès. Je dirais même plus, quand il y avait des procès équitables. Mais bon, bref. Alors au Moyen-Âge, le poison est l'arme qui fait le plus de victimes. Enfin, Moyen-Âge. Fin du Moyen-Âge et pendant la Renaissance. Et le moyen de répandre le plus facilement le poison, c'est de le mettre dans la nourriture ou bien la boisson. Avant d'aller un peu plus loin sur le sujet, nous allons nous attarder sur cette époque de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, afin d'apporter un petit peu de contexte qui servira à un peu mieux comprendre et la suite de nos explications, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers ésotériques et la sorcellerie par exemple sont courants, voire même en vogue au Moyen-Âge. Jusqu'à ce que l'Église décide de faire une chasse aux sorcières à la fin du Moyen-Âge et surtout pendant la Renaissance. À l'époque, la délation et autres stratagèmes poétiques peuvent faire en sorte que quelqu'un monte très rapidement sur l'échafaud ou sur le bûcher. Sans oublier nos bons vieux métiers ésotériques avec les apothicaires et autres sorciers qui vont faire en sorte d'apporter des sorts, des poisons et tout un tas de choses qui vont permettre de nuire à des gens. À partir de là, chacun va se méfier de tout le monde, même des gens de confiance. Certains vont même tomber dans la paranoïa et croire que de multiples complots les visent, et voilà. Bon, bref. Eh ben, ça donne envie de vivre à cette époque, hein, la guerre de 100 ans, les croisades, l'Inquisition.
Un âge sombre, hein, quand même. Alors détrompe-toi, le Moyen-Âge est perçu comme un âge sombre, un âge de déclin par rapport à l'Antiquité, et pourtant, pas vraiment. Alors sur certains points, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais sur la plupart, j'ai envie de dire non. Par exemple, les sciences ont plutôt bien évolué pendant le Moyen-Âge, parce qu'on a déjà plus Aristote, donc déjà ça, c'est un... Alors même si on le prend souvent en exemple. Mais on n'a plus Aristote, ça aide beaucoup. Non, mais plus sérieusement, les sciences ont quand même beaucoup évolué, et par exemple, quelque chose d'assez étonnant, la plupart des cultes païens étaient tolérés par l'Église. J'ai bien dit tolérés, hein, pas autorisés. Nous avons beaucoup d'a priori sur le Moyen-Âge, d'a priori négatifs. Et la plupart de ces a priori négatifs que nous avons nous viennent de la Renaissance, où l'on jugeait le Moyen-Âge comme un âge sombre. Mais en fait, pas vraiment. Par exemple, l'Inquisition, que tout le monde situe au Moyen-Âge, se situe en pleine Renaissance. Oui, oui. Fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe, soit en plein pendant la Renaissance française. Et donc le Moyen-Âge, sachez-le, n'est pas spécialement aussi sombre ni une grande période de déclin. Après ce contexte, revenons-en à notre sujet et imaginons qu'un seigneur invite un autre seigneur. Forcément, l'invité va se méfier de l'hôte, mais inversement, l'hôte va également se méfier de l'invité, même s'ils se connaissent et qu'ils ont confiance, car quand on est un seigneur, on a des terres, donc de l'argent et un certain pouvoir politique. Il était donc de mise de se méfier, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc tout était testé en passant par la nourriture et la boisson. Et là, un rôle important apparaît, le métier de l'échanson. C'était un homme de confiance du seigneur, et il avait pour rôle de faire en sorte qu'aucun complot n'aboutisse, comme par exemple l'empoisonnement. L'échanson avait un rôle extrêmement important pour son seigneur. Par exemple, on mettait les bouteilles de vin dans un bassin où il y avait de l'eau fraîche qui coulait en continu afin de rafraîchir les bouteilles, et l'échanson va vérifier que l'eau du bassin ne soit pas empoisonnée, que forcément les bouteilles ne soient pas elles-mêmes contaminées, que la vaisselle soit à l'abri de toute personne voulant mettre un poison dans une assiette avant que celle-ci soit servie ou avant qu'elle atterrisse en cuisine. Enfin bref, il veillait à tout un tas de choses et devait avoir pas mal de boulot à faire, et surtout, voilà, le seigneur mettait quelqu'un de confiance parce que forcément toutes ces tâches et veillait à sa survie. Certains goûtaient ou buvaient les divers produits que leur seigneur mangeait, ou plutôt se goinfrait pendant les repas, tandis que d'autres échansons utilisaient des cornes de licorne. Celles-ci avaient la propriété de neutraliser le poison, ou alors pour d'autres, cette corne se mettait à mousser si l'aliment contenait du poison. Mais ça existe, les licornes? Mais non, idiot. Le Moyen-Âge est quand même connu pour sa magie, ses animaux fantastiques. Quand on voit que certains partaient en quête de tuer un dragon, on peut douter de la crédibilité de certains. Hein. Effectivement, les licornes, ça n'existe pas. Même si aujourd'hui beaucoup de choses sont estampillées licorne, ça n'existe pas. Désolé de vous décevoir. Et il y a encore 150, 200 ans, on croyait encore en leur existence. Et oui, au 19e siècle, on savait qu'il n'y en avait plus en vie, mais on pensait que c'était une race de cheval qui a existé il y a fort longtemps. Bref. Et les fameuses cornes de licorne que l'on retrouvait chez les apothicaires étaient en fait des cornes de narvaux, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Narval au singulier, excuse-moi, c'est un grand cétacé qui a une grande corne sur le pif, qui est en fait une dent un petit peu unique. D'ailleurs, seuls les mâles ont cette dent sur le pif, hein, les femelles ne l'ont pas. Et cette dent lui permet entre autres de nager plus vite, parce qu'elle est aérodynamiquement conçue pour que l'eau s'écoule mieux. Enfin bon, bref, je passe les détails. Cette dent sert surtout aussi de sonde extrasensorielle, hein, donc une antenne de détection plutôt sympathique. Bon, après, quand c'est la saison des amours, hein, forcément, les mâles guerroient entre eux avec cette corne afin de conquérir la chanceuse demoiselle. Et puis voilà. Et donc, en fait, ce n'est pas totalement mensonger quand on parle de cornes de licorne, pour en revenir à ça, car en fait, les narvaux, narval au singulier,
sont considérés, enfin sont surnommés surtout, comme des licornes des mers. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est devenu la corne de licorne. C'est sûr qu'on pense plutôt au cheval avec le truc sur la tête, plutôt qu'au narwal. Et du coup, les ancêtres des pharmaciens appelés apothicaires vendaient de la poudre de corne de licorne, afin d'éliminer les poisons contenus dans les boissons. Mais ça marchait? Je comprends rien à votre histoire là. Ah non, les licornes ça n'existe pas, c'est juste une pure invention et surtout de la pure fumisterie que certains marchands peu scrupuleux ont utilisé pour vendre, pour se faire de l'argent tout simplement. Et d'ailleurs certaines cornes de licorne se sont vendues à des prix exorbitants. Et du coup d'autres ont également essayé d'exploiter le filon de la sorcellerie. Guérisseurs et autres corps de métiers ésotériques ont tenté leur chance, l'appât du gain et de l'escroquerie. Certains l'ont payé assez cher en finissant sur le bûcher. À l'époque de la fin du Moyen-Âge, on ne rigole pas entre l'église et la sorcellerie, et surtout quand ça marche pas. Les poisons peuvent être utilisés par tout le monde, grâce aux apothicaires qui en vendent un peu à tous les prix. Et du coup, un effet de paranoïa se propage sur toutes les couches de la société. Quand en plus on n'invente pas des poisons parfaits comme l'arsenic qui n'ont ni goût ni odeur, un poison par excellence. Alors bien sûr, le secteur des poisons n'est pas le seul à rapporter de l'argent. Potions magiques, filtres d'amour, divination. Selon les époques, les sciences occultes ont eu leurs heures de gloire, surtout dans les hautes sphères de la société. Du coup, une habitude naît et se répand afin de s'assurer que lorsqu'on boit avec un invité ou un hôte, la boisson ne contienne pas de poison. L'hôte va tout d'abord verser un petit peu de son liquide dans le verre de l'invité, puis ensuite l'invité va verser un peu de son liquide dans le verre de l'hôte. Ainsi, si l'une des deux chopes avait du poison, les deux en contiennent. Oui, du coup, l'empoisonneur peut faire semblant de boire au moment où il... Alors oui, c'est pour cela qu'il devait boire en même temps, se regarder droit dans les yeux pendant la première gorgée afin de s'assurer que son interlocuteur lui aussi boit en même temps que nous. Et du coup, cette pratique a quelque peu évolué, car on s'est rendu compte que vu qu'on remplissait les chopes à ras-bord, il était plus pratique de frapper fort une chope avec une autre, ainsi un peu de liquide se renversait dans l'autre chope. L'hôte frappait fort la chope de l'invité, ainsi vu que les verres étaient remplis à bord, ça remplissait un petit peu, puis ça devait en foutre un peu à côté, hein. Forcément. Bon, c'était pas le boulot des seigneurs, ça, c'était le boulot des servants et servantes. Ainsi, après l'invité frappait fort la chope de l'hôte, et ainsi, hop, on recommence de l'autre côté, et on en remet de partout, mais c'était quand même plus pratique pour les seigneurs que de je renverse un peu. Bah question conne, mais cassez pas les verres à frapper fort, là, pour que les liquides, parce que c'est fragile, le verre, non? Alors au Moyen-Âge, les verres étaient quand même très rarement faits en verre. C'était plutôt fait en bois ou en métal, en ivoire pour les plus riches, mais en verre, non, c'était très très rare. Et d'ailleurs, on appelait plutôt ça des gobelets ou des chopes. Bref, c'est cette peur de l'empoisonnement qui a donné lieu à notre habitude de trinquer au début de l'apéritif. Alors au Moyen-Âge, c'était en 3 temps, hein. D'abord trinque, puis après on boit en se regardant bien dans les yeux pour être sûr que l'autre ne fasse pas semblant de boire. Aujourd'hui, tout ça est condensé, simplifié, où juste on fait chin-chin et on se regarde dans les yeux au moment où les deux verres s'entrechoquent. Pas d'échange de liquide, pas de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part quelques irréductibles complotistes, on a quand même beaucoup moins peur de l'empoisonnement. Eh ben en tout cas, à l'époque, fallait aimer les mélanges, hein. Alors non, les convives buvaient à peu près tous la même chose. Généralement, le vin était plutôt pour la noblesse, je caricature un petit peu, hein, mais le vin quand même était plutôt fait pour la noblesse, la cervoise pour la populace, la bière était connue des moines hein, dans les monastères, mais n'était pas spécialement répandue en France. En France, c'était vraiment la cervoise. Des alcools comme le pastis sont arrivés bien plus tard, le cognac qui est ancien, lui était difficilement transportable, donc pas spécialement exporté très loin, donc pas spécialement connu. Le rhum est arrivé à partir du XVIIe siècle et venait de très loin et donc était plutôt très cher. Voilà, bref. Les alcools, on n'en avait pas tant que ça. On avait le vin et la cervoise, hein, et puis l'eau, tout simplement.
Et alors maintenant, parlons du fait que l'on porte généralement un toast juste avant de se mettre à trinquer. Donc on lève nos verres, on dit à la santé de Robert, à la connerie de Nico, enfin bon bref, tout un tas de choses comme ça, ce que vous voulez en fait, et puis après on trinque. Et donc cette habitude de porter un toast nous vient de l'Antiquité, où l'on levait nos verres en l'honneur de certains dieux, et ainsi on se plaçait sous la protection de ces dieux auxquels on avait porté un toast, et voilà. Mais aujourd'hui, on fait ça pour tout et n'importe quoi. Mais alors, du coup, l'expression porter un toast, ça vient d'où? Parce que, pour l'instant, on est loin de tout ce que vous avez dit, enfin, il n'y a pas de lien. Alors oui, cette expression française remonte au XIIIe siècle, et puis s'est anglicisée à la Renaissance, pour faire simple. Cela vient du fait que lorsqu'un jeune homme au Moyen-Âge tombait ardemment amoureux d'une demoiselle, il invitait ses amis, à lui, hein, pas à elle, il invitait ses amis à lui. Ils se réunissaient autour d'un grand verre, dans le verre il mettait du vin et une miche de pain. Chaque ami buvait dans le verre de vin un peu de vin, et le dernier qui était donc l'amoureux devait finir le verre et manger le pain imbibé de vin à l'intérieur, tout en pensant à sa conquête. Tout simplement, ainsi ça lui attirait la chance, et ou pas d'ailleurs, pour espérer se marier avec elle. Enfin bref. Et on appelait ce rituel toaster une femme. Alors je sens déjà les féministes monter au créneau, hein, mais toaster une femme, c'était une expression moyenâgeuse. Hein. M'en voulez pas, je ne fais que dire ce qui s'est passé dans l'histoire. Bref. Et toaster d'ailleurs s'écrivait comme ça. Les Anglais au XVIIIe siècle découvrent notre habitude française de faire ça, disent « Oh, c'est trop bien !» Ils le reprennent, l'écrivent comme ça. Nous, en attendant, on oublie de ce qu'on faisait, de toaster une femme, on oublie. Et puis on redécouvre ce que font les Anglais, et là on fait bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est trop bien, on va le faire nous aussi. Et donc du coup, maintenant on écrit toaster comme ça aussi en France. Voilà, la connerie française. Alors non, voilà, j'ai dramaturge un petit peu en disant que on a oublié, en fait non, c'est juste qu'on a repris l'expression anglaise. Le pourquoi du comment on a repris l'expression anglaise, ça me dépasse. Toi qui es superstitieux, t'as encore pas parlé du fait qu'on doit pas croiser les verres quand on trinque. Effectivement, il ne faut pas croiser les verres quand on trinque. C'est-à-dire que si on est 4, d'abord les 2 là, après les 2 là, mais jamais les 2 en même temps. Parce que souvent les 2 qui sont sur les côtés vont faire en même temps. Par contre, ceux qui sont opposés, il faut pas qu'ils fassent en même temps, sinon ça fait une croix, ça porte malheur. Et en fait, tout simplement parce que la croix, quand elle est faite de manière totalement par hasard, chez les chrétiens, ça porte malheur. Quand on veut faire une croix, aucun problème. Par contre, quand elle est faite de manière fortuite, par hasard, c'est pas bon. Et dernière question, pour ma part en tout cas, et pourquoi on dit chin-chin quand on trinque? Ah oui, si vous dites affelou, je vous colle aux travaux forcés pendant 6 mois. Ah mais j'ai encore rien dit, hein, ça m'a traversé l'esprit. Alors concernant l'expression chin-chin, en fait, on ne sait pas spécialement d'où elle vient. L'explication la plus répandue nous vient du fait que certains soldats revenaient d'une campagne en Chine où ils avaient appris une expression chinoise qui se dit chin-chin et qui voulait dire « je vous en prie ». Une autre explication nous vient, elle, d'un autre dialecte chinois qui veut dire « salut ». Et la dernière, c'est juste que chin-chin, ça rappelle le bruit des verres qui s'entrechoquent, une onomatopée. Enfin bref. Vous prenez l'explication que vous voulez, là-dessus, on sait pas. Bref, nous espérons que cet épisode vous a plu, et c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année 2019, santé, argent, bonheur, travail, réussite scolaire pour ceux qui sont aux écoles, enfin bon bref, santé. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à aimer cet épisode, à le partager, c'est très important, à le commenter, à aller voir nos autres vidéos. Bref, voilà. Et alors, petit conseil entre nous, et d'ailleurs qui vient pas de Nico, ça vient je l'ai lu quelque part, enfin bon, bref. Si jamais vous faites arrêter par les policiers, que vous avez un peu bu, et que vous devez souffler dans le ballon, et que vous avez des lunettes, vous retirez les lunettes, ça fera toujours 2 verres de moins. Hein. C'est un conseil. Un fabuleux conseil. Enfin bref, merci à tous, fin de tournage.